Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGBIM Insurance Solutions. Nous allons parler de personnalisation, de pilotage technique et de modèles prédictifs. À tout de suite. Pour ce nouvel épisode de Tech, nous recevons Liliane Spiridon. Vous êtes directrice générale adjointe d'E.ON France. Bonjour. Bonjour Mariona. Et Catherine Abivin, vous êtes directeur général France de CGBIM Insurance Solutions. Bonjour. Bonjour Mariona. Alors nous allons parler d'abord de votre rôle de courtier gestionnaire. Vous avez une vision du marché très importante sur la santé et sur la prévoyance. Comment voyez-vous évoluer les cotisations pour l'année 2023, Liliane Spiridon? Merci Mariona. Donc effectivement, cette année, elle s'annonce un peu une année de jonction puisque c'est la première année un peu post-Covid et post tout ce qui a été fait en termes de réforme de la santé, et notamment le 100% santé. Et c'est vrai que les faits de l'un et de l'autre se sont un peu combinés, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, les premières tendances que l'on observe sur le marché de la santé, c'est une tendance évidemment haussière. Donc c'est plutôt une tendance de revue des contrats, des cotisations entre 3 à 5% de majoration, plus le PMSS. Le PMSS qui a priori est plutôt vu à 3,5%, voire même il y a des scénarios qui disent en première version il sera soumis à 6 ou 7%. Le plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est ça, avec une inflation, donc une augmentation à cette hauteur-là. Pour l'instant, donc, on va attendre l'arrêté et la vision définitive, bien sûr. Donc ça, c'est pour la santé. On a des ratios de sinistre à prime qui sont très, très volatiles. On a des clients chez lesquels la sinistralité vraiment s'est envolée. Et on en a d'autres chez lesquels la consommation était très faible. Donc aujourd'hui, c'est vraiment erratique. Mais c'est l'effet vraiment combiné du rattrapage Covid, de consommation médicale, et de l'effet du 100% santé. Sur la prévoyance, c'est plus structurel, moins conjoncturel. On observe vraiment, encore une fois, une aggravation de l'absentéisme et une consommation, on va dire, de plus en plus tôt aussi, d'arrêt de travail, de mise en invalidité et des décès. Alors, on n'attribue pas les décès à la Covid, même si certains semblent dire qu'il y a une forte corrélation quand même. Certains décès assez tôt, assez jeunes, qui coûtent très cher, du coup, non seulement d'un point de vue social, bien sûr, mais d'un point de vue coût des programmes. Donc la prévoyance, on prévoit à date plutôt une augmentation entre 5 et 10%, en dehors de la réforme des retraites qui nous menace et on ne sait pas quelles vont être les modalités, mais c'est quelque chose aussi qui va induire une tension sur ce marché-là. Donc des prestations plutôt à la hausse et des cotisations à la hausse. Le 100% santé pèse lourd dans les prestations des assureurs. Catherine Abivin, est-ce que vous pensez qu'on a atteint un rythme de croisière sur cette évolution des prestations sur le 100% santé ? Alors, rythme de croisière, probablement pas. En 2021, effectivement, comme le dit Liliane, et ce n'est pas un scoop, il y a le dernier rapport de l'adresse qui fait état également de l'augmentation importante des prestations santé, des dépenses de santé, donc des prestations complémentaires en 2021, avec les deux effets conjugués, tout à fait, fin de crise sanitaire, confinement et le 100% santé. Pour 2022, alors ce qu'on observe sur les trois segments du 100% santé, puisque c'est quand même là qu'on voit cette accélération. Alors sur l'optique, aujourd'hui, sur nos volumes de prise en charge et de facture en optique et sur les montants en fait remboursés par les régimes complémentaires, on a une quasi-stabilité par rapport à l'année dernière, mais ça veut dire que quand même ça reste à un niveau important, parce que 2021 était élevé. En dentaire, on a un autre phénomène, c'est qu'il y a plus d'éléments qui sont pris en charge dans le cadre du 100% santé. Donc là, du coup, on voit également une inflation importante. Et puis sur l'audio, alors sur l'audio, contrairement à l'optique où le 100% santé, il reste très faible, 5 à 6% seulement des équipements sont 100% santé. En audio, c'est plutôt de l'ordre de 30%. Et l'écart de prix, en fait, entre le prix d'un équipement 100% santé audio et d'un équipement classique, il est très important. Donc du coup, quand même, les assurés sont assez attirés pour aller s'équiper. Ceux qui avant ne franchissaient pas le pas le franchissent aujourd'hui. Et donc là également, une augmentation sur l'audio. Donc on n'est pas du coup en régime de croisière, mais bien encore pour le moment sur le début 2022 en augmentation par rapport à 2021. Ce qu'on voit dans nos chiffres.
Donc on voit une évolution importante de la sinistralité. Liliane Spiridon, comment les entreprises perçoivent ces tendances? Est-ce qu'elles sont prêtes à payer le prix, à voir leurs cotisations augmenter, ou bien préfèrent-elles baisser les prestations? Alors c'est une très bonne question, baisser très les complexe. garanties, pardon. Voilà, j'avais bien compris, ne t'inquiète pas. Je vais essayer d'y répondre en un temps un peu synthétique et une réponse synthétique, puisque la question elle est vaste et en fait nous on va l'adresser par secteur, parce que toutes les entreprises ne se ressemblent pas forcément face à cette situation. On a des entreprises qui sont aujourd'hui confortables, parce que le Covid les a plutôt boostés dans leur développement, certains segments de la tech, etc., où ils n'ont pas vu de baisse de leur chiffre d'affaires, voire même un développement un peu accéléré de leur chiffre d'affaires. Ils abordent ce virage, évidemment, ça reste toujours important, les coûts de la protection sociale, mais ils le tournent plutôt en avantage de rétention des salariés et ils l'intègrent dans la dimension globale de l'ensemble de ce qu'ils offrent comme rémunération au sens large pour leurs salariés. On a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus compliqués, par exemple le secteur médical, d'autres entités où la pression sur leur propre marge, mais leur continuité même d'activité, est un peu remise en cause. Autant ils se refusent à date à réduire les garanties, parce que le marché est plutôt vers le confort, un meilleur remboursement et prise en charge. Et puis en France, on a la culture du zéro reste à charge quand même, on ne se rend pas compte, mais on a vraiment une protection sociale qui est hors norme et de très bon niveau. Donc pour parfaire un peu cette réponse, on a des entreprises aussi qui sont très demandeuses de bien-être au global, d'offres beaucoup plus larges que simplement les garanties santé-prévoyance, sur lesquelles on a un peu fait le tour en matière que ce soit d'innovation ou de différenciation. Mais on a vraiment des entreprises qui en font un atout aujourd'hui de rétention et même d'attractivité pour embaucher, parce que le marché est très très concurrentiel aussi sur les embauches dans certains secteurs d'activité et chez certaines sociétés. C'est pour ça qu'on a vraiment toute la palette parmi nos clients, donc on n'a pas une seule réponse. À chaque fois, la réponse, elle est vraiment adaptée à chaque situation. Très bien, on voit que des secteurs qui auraient le plus besoin de couverture, comme le secteur de la santé, sont parmi ceux qui hésitent le plus à augmenter les garanties. On voit aussi que l'efficacité des gestions est un des moyens de réduire les frais de gestion. Est-ce que vous pensez que l'application Carvital, qui va bientôt voir le jour, va permettre d'améliorer la gestion des contrats ? Alors, à la base, cette application, elle est à destination du régime obligatoire pour lutter contre la fraude. Donc, si effectivement le régime obligatoire ne paye pas certaines prestations parce qu'il y avait fraude, en tant que régime complémentaire, on en paiera aussi moins. Mais là, on impacte plus le rapport sinistre à prime que la gestion et les coûts de gestion. C'est vraiment sur le résultat technique. L'APCV, elle peut nous apporter également autre chose, par exemple en matière d'affectation longue durée. Aujourd'hui, sur la carte, non pas papier, mais plastique vitale, les gens doivent la mettre à jour quand ils deviennent en affectation longue durée et ce n'est pas systématiquement fait. Donc dans les hôpitaux, l'information n'est pas prise en compte et les hôpitaux facturent très régulièrement les organismes complémentaires de la part complémentaire au lieu de facturer totalement le RO. Alors avec des systèmes experts, on arrive à détecter ces présomptions et donc à revenir vers les assurés pour confirmer, vers les hôpitaux pour récupérer des indus, mais c'est bien sûr un coût de gestion et puis parfois on n'arrive pas à récupérer l'indu. Donc, mais là aussi, c'est un impact plutôt sur le résultat sinistre à prime, même s'il y a des actes de gestion, donc un coût de gestion. Puis dernier élément, l'APCV est censé permettre aux complémentaires ou aux courtiers gestionnaires, bien sûr, de faire figurer sur l'application le lien vers leur propre application ou leur portail extranet. Et donc, dans ce sens, oui, je pense que si on arrive à faire ça, parce que ce n'est pas encore acquis, c'est une demande qui est passée par l'Inter-AMC, mais pour le moment, ça n'a pas été validé par les autorités. Donc, quand on arrivera à faire ça, effectivement, on devrait pouvoir augmenter l'utilisation des portails pour la complémentaire, parce que cette utilisation, elle est très inégale. Nous, on a, par exemple, sur la branche assurance, une très forte utilisation du portail. Sur une autre branche, type le transport, qu'on gère également, un taux, vous comprenez, beaucoup plus faible. Donc, une utilisation des portails pour du self-care, donc pour automatiser des choses, et puis bien sûr, ça satisfait en général aussi l'assuré, ça permettra effectivement d'améliorer la gestion. Mais on n'y est pas encore, puisque il faut attendre que ce soit autorisé et développé.
Donc je pense que c'est dans quelques années. Nous allons parler d'une autre nouveauté, le tiers payant. On a vu récemment un accord conclu entre les 3 familles d'organismes complémentaires, France Assureurs, CETIP et Mutualité Française, avec l'intersyndicale Les Libéraux de Santé, pour mettre en place une solution de dispense d'avance de frais. Est-ce que nous sommes face à une alternative au tiers payant intégral? Alors, nous sommes effectivement face à une très bonne initiative pour œuvrer à contourner le tiers payant auprès de la CNAM, puisque c'est quand même des choses qui sont aujourd'hui encore dans les cartons. Et donc, c'est effectivement une bonne initiative à laquelle, au titre de CGDIM, on va contribuer sur les 2 volets, puisque en tant qu'éditeur de logiciels pour les assureurs et opérateurs de tiers payants, eh bien, on va pouvoir contribuer sur ce sujet de, effectivement, dispense d'avance de frais. On a aussi, en tout cas, les assureurs ont une volonté de changer le nom pour tuer le chiffon rouge du tiers payant. Et puis, chez CGDIM, on est aussi éditeur de logiciels pour les professionnels de santé, notamment les médecins, les auxiliaires. Donc, dans ce cadre, on va aussi pouvoir, alors on sait déjà, vu que ce sont nos clients, identifier les freins qu'ils ont et qu'est-ce qu'il faut apporter comme fonctionnalité complémentaire pour effectivement les amener à utiliser ces fonctions et pouvoir faire ces dispenses d'avance de frais, puisque c'est comme ça qu'il faut désormais les appeler. Merci pour cette explication sur cet accord et comment vous la voyez. Il y a aussi la question de l'accompagnement des entreprises sur leur propre sinistralité en tant que courtier gestionnaire. Quelles solutions vous mettez en place pour leur permettre de mieux piloter les coûts sur la sinistralité? C'est une très bonne question. Encore une fois, sur la partie santé, c'est un peu plus basique, pardon pour cette réponse un peu accélérée. C'est très prédictif en fait comme modèle de consommation parce qu'on le voit, malgré l'année Covid, l'année 100% santé, on arrive à 1 ou 2% près à atterrir et à prévoir un peu la consommation médicale sur une année. Là où les choses, on a besoin d'être plus pointus et plus experts, c'est vraiment sur la prévoyance et à la limite sur je dirais quelque part, la situation de l'entreprise et sa gestion elle-même de son risque de la personne, de ses salariés ou de l'ensemble de ses équipes. Sur la partie prévoyance, c'est là où le modèle peut se déployer. Donc nous, on essaye de développer avec les équipes actuariat chez nous des modèles assez innovants, prédictifs. C'est-à-dire qu'on va prendre le profil d'une société, on va étudier ce qu'on appelle son profil de risque, et donc on va faire vieillir la population, on prend en compte la stratégie de l'entreprise en termes aussi d'embauche, de transformation, de modèles, de nouveaux profils qui intègrent. Et on essaye de projeter ces comptes de résultats sur 5 ans, sur 6 ans, parce que la prévoyance s'analyse aussi sur 5 ans pour arriver à rattraper. Ça, c'est pour le pilotage technique, ça nous permet d'avoir une cible avec la stratégie que l'entreprise nous a communiquée et l'âge moyen des entreprises actuelles et futures. Et puis toute la transformation qui peut être aussi un facteur d'absentéisme dans certains cas, ça dépend comment le changement est mené. Après, ce qu'on a en place comme outil aussi de contention de ses coûts et de maîtrise de ses risques, c'est évidemment toute la partie absentéisme. Et puis les modèles actuariels que l'on met en place pour piloter tout ça et l'anticiper et essayer d'ajuster au plus juste, parce que comme on a les datas en tant que gestionnaire, ça nous permet de calculer presque le ratio de sinistre à prime presque en temps réel et de comprendre en fait un peu et d'ajuster notre modèle et d'anticiper à chaque fois par de la prévention. Alors, la prévention sur la partie prévoyance est très importante parce que c'est là où on déploie aussi un panel de services d'aide au retour à l'emploi, mais ça, c'est pas innovant, mais tout ce qui est aussi d'aide aux aidants, tous les services d'accompagnement juridique, quand une personne aussi est en arrêt de travail, l'accompagner, la rassurer, l'aider à retourner au travail, accompagner le manager par le biais aussi de formations spécifiques, de posture. C'est vraiment tout ce qu'on appelle aujourd'hui le well-being, au service tant de l'employeur que du salarié pour définir cette stratégie de prévention des risques. Et puis on essaye de l'approcher de façon globale parce qu'effectivement on a aussi des outils de mesure de ce qu'on a appelé l'index de résilience des salariés. Puisqu'on mesure cet index et on a appelé ça, on a une offre qui s'appelle Workforce Resilience qui nous permet donc de mesurer la résilience des salariés qu'on stresse par rapport effectivement à cette démographie, à la sinistralité. Et ça nous permet vraiment de projeter ce profil et d'établir un peu ces modèles prédictifs. C'est un index individuel ou
individuel et collectif à la fin, en fonction, pareil, d'une projection, d'une nouvelle stratégie ou d'un changement, ou tout simplement du métier de l'entreprise, et d'essayer de voir dans les profils des salariés comment on peut les accompagner individuellement ou collectivement pour être plus résilients, plus en mesure de résister au stress, au changement et de passer la période avec tout l'attirail évidemment de services de réduction et de contention de coûts. C'est intéressant, ces modèles prédictifs. Quel regard portez-vous, Catherine Abivin, sur ces modèles prédictifs et comment l'intelligence artificielle peut aussi aider dans votre métier de gestionnaire? Alors, le regard sur l'aspect historique de l'assureur, du prédictif, c'est ce qu'on fait depuis la création de l'assurance, puisqu'on doit projeter des dépenses pour voir quel est le bon prix. L'intelligence artificielle a permis d'accélérer tout ça, d'être plus fiable, de faire appel à plus de données, des données externes, etc. Donc sur ces sujets techniques, je suis complètement alignée avec ce que dit Liliane. Sur la gestion, effectivement, on a aussi commencé à l'utiliser. C'est-à-dire à détecter quand le gestionnaire il est derrière son écran, derrière l'interface machine, quel est l'acte de gestion qu'il va faire après celui qui vient de réaliser, et puis même à pré-renseigner certaines données sur l'écran, le but étant de réduire le temps passé par le gestionnaire, donc l'humain, à réaliser ces actions, et du coup à ce que ça coûte moins cher, parce que le but c'est bien celui-là en gestion, c'est qu'on réduise le coût de gestion. Et puis effectivement on va également plus loin sur les mêmes sujets de prévention, puisqu'on est aussi capable avec un modèle prédictif, en croisant avec des données d'un panel dont on dispose au niveau du groupe, de pouvoir prédire la pathologie probable d'un assuré et donc lui pousser la prévention et plutôt individualiser au bon moment prévention ou service en fonction de sa pathologie. Comment vous voyez, Liliane, l'évolution des contrats collectifs? Est-ce qu'on va vers plus de personnalisation, comme disait Catherine? Alors, ce qu'on voit, il y a un conflit générationnel aussi, parce que c'est vrai que dans les entreprises, on voit bien sûr des salariés qui sont plutôt proches de la retraite et des jeunes qui rejoignent le monde de l'entreprise, plus un peu le ventre mou. Et ce qu'on voit de plus en plus, mais qui s'est accéléré. La tendance était là, je ne sais pas comment toi tu l'observais, mais ça s'est vraiment accentué après la partie Covid, puisque chacun a pris conscience qu'en fait, il pouvait un peu faire des choses à la carte. Et donc, on a quelques entreprises qu'on commence à accompagner. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très à la mode, les cafétérias planes, qu'on a tué pendant des années parce que toute la législation, la norme, etc. font qu'on est vraiment dans un couloir de souscription en termes de garantie qui est tellement rigide pour bénéficier un peu des avantages socio-fiscaux, ne pas se faire redresser, etc. C'est quoi les cafétérias planes? C'est des plans à la carte. En fait, cafétéria, c'est dans le genre, moi je veux un croissant, moi je veux une madeleine, mais le tout est disponible sur étagère. Voilà. D'accord. Donc on choisit ses garanties en fonction de son profil. Donc là, on a quelques clients qu'on a accompagnés à date, parce que c'est des clients qui se posent un peu toujours la question, c'était des secteurs très très tendus en matière d'attraction de talents, et qui nous ont demandé de mettre en place en fait des benefits flexibles, ce qu'on appelle les flex benefits. Et on a la plateforme technologique pour le faire parce que c'est très complexe à piloter et à suivre. Et on l'a déployé au sein même des contrats, c'est-à-dire qu'on va définir un socle qui est conforme à la CCN et aux obligations de l'employeur pour ne pas le mettre en difficulté. Au-delà des options, parce que ça, tout le monde fait des options, ce n'est pas le sujet, mais on a rajouté en fait des garanties autres. Par exemple, sur la prévoyance, on l'a dopé par des modules autour de l'aide aux aidants, autour du renforcement de capital, autour de tout ce qui est well-being au sens très global, c'est-à-dire prévention, sport, en fonction un peu de chacun. Et ensuite, on mesure des index, pareil, de performance, et on réabat les cartes un peu tous les 2 ans. Et on trace en fait chaque salarié à quoi il a souscrit, parce qu'on libère en fait un peu de budget dans les programmes, mais il faut que l'entreprise veuille le payer, parce que c'est pas, on ne va pas à ce moment-là à l'économie dans les programmes, mais c'est plutôt quelque chose qui va coûter un peu plus cher que simplement la conformité par rapport à mes obligations CCN ou employeur. Je vais un peu plus loin, mais c'est bénéfique parce qu'il peut y avoir un retour sur investissement et puis surtout, c'est valorisant pour la stratégie de rémunération de l'entreprise. Et on y rajoute de plus en plus, par exemple, des jeunes entreprises mettent en place de la mobilité. Donc le fait de payer un vélo, on le valorise là-dedans. Ça fait partie du PAC ou des places en crèche ou une contribution à l'EHPAD. Et ça permet d'avoir un salarié plus confortable parce qu'il sait qu'il est soutenu et qu'il y a l'organisation au sein de l'entreprise et ça fait partie de son package de bénéfices.
Donc, mais ça commence à venir parce que ça coûte un peu plus cher et ce n'est pas compris dans les coûts des programmes. Donc c'est quelque chose de supplémentaire. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on essaye de faire, mais c'est vrai qu'il y a une forte demande. Catherine, est-ce que vous pensez que ce type de contrat dont parle Liliane peuvent avoir du succès en France? Quel regard portez-vous? Alors, pour moi, en France, il y a 95 à 99% des Français qui ne comprennent rien à leur garantie santé. Voilà. Et donc, les cafétérias plans, comme on les faisait il y a 25 ans, où on cochait sur chaque poste qu'est-ce qu'on veut en optique, qu'est-ce qu'on veut en hôpital, qu'est-ce qu'on veut, etc. Pour moi, ça, c'est fini parce que déjà, c'était assez anti-sélection, donc ça faisait quand même augmenter les prix, et puis ça n'a pas pris. Je comprends que aujourd'hui, le cafétéria plan tel que Liliane le présente, c'est effectivement un socle avec des choses en plus. Moi, les choses en plus que je vois, je pense qu'il faut complètement les simplifier pour l'assuré qui ne comprend pas bien et voir les appeler option pour jeunes actifs, option pour parents avec enfants, option pour assurés en fin de carrière. Voilà, tout simplement. Et c'est à l'assureur ou au courtier de conseiller l'entreprise et d'adapter les garanties dans chaque niveau. Par exemple, pas prévoir un forfait maternité pour les personnes en fin de carrière. C'est juste bête, mais voilà. Je comprends, je comprends dans l'exemple que... mais le vélo pour tout le monde. Voilà, mais ça, pour moi, c'est plus du service. Enfin, du service et de la prévention. Donc là, oui, sur ces aspects-là, je suis complètement alignée sur le fait de proposer ces éléments-là. Alors après, aujourd'hui, on a du mal quand même à trouver le modèle économique sur ces solutions-là, surtout en santé. Donc, Liliane parlait surtout de prévoyance, où effectivement, il y a une rentabilité plus immédiate, et encore plus quand on couvre à la fois la santé et la prévoyance. Et en santé, c'est vrai que ce qu'on associe, c'est plutôt tous les services, mais ça, c'est déjà couvert. Mais tu as parfaitement raison, Catherine. Puis, vu le niveau de taxes et de charges qu'il y a sur les contrats de santé, on évite de les alourdir. Donc, on va plutôt sur la partie prévoyance où la prime est moins, voilà, elle n'est pas taxée. Donc, on les met plutôt là-dedans et ça a plus de sens puisque, effectivement, on a une meilleure prévention, une meilleure hygiène de vie. Donc, normalement, un indicateur santé qui fait qu'on a moins de risques d'être malade ou d'être en arrêt maladie un jour. Et voilà, on les met plutôt là-dedans. Mais moins sur la partie santé. Effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est des choses simples à comprendre. C'est des cases où on pose des questions, en fait. Êtes-vous en situation d'être aidant, par exemple? Et donc, oui, avez-vous un enfant handicapé ou un parent handicapé? Et il coche la case et en fonction de ça, il y a le package. Voilà, il faut être guidé, tout à fait. Voilà. Et on voit que ça fait partie de la politique de rémunération des entreprises, finalement, parce qu'il y a peu d'assurance là-dedans. D'attractivité. Très bien, il nous reste 2 minutes pour aborder la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Liliane, vous travaillez pour un courtier gestionnaire. Est-ce que vous êtes intéressée par cette réforme? Alors oui, nous sommes intéressés. Alors depuis, donc, chez Aon n'était pas sur ce secteur-là d'activité. Donc on est en train de réfléchir à vraiment pouvoir s'organiser et mettre ce qu'il faut en place pour se lancer là-dedans, puisque notre système de gestion, un des critères qualité pour se lancer là-dedans, c'est aussi d'avoir une gestion certifiée avec des normes qualité. Donc c'est ce qu'on a sur notre site de gestion santé à Angoulême. Et on est en train de se structurer, de s'organiser, mais c'est encore un peu tôt. On en reparlera une prochaine fois pour voilà. Mais en tout cas, l'intention est d'y aller et de trouver un peu des partenariats pour attaquer ce marché. On n'ira pas dans n'importe quelles conditions parce que sur le secteur public, l'expérience que j'avais de mon précédent job, c'est que toute l'attractivité est mise dans le prix. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le système est à bout et que le simple critère du prix n'est plus la solution puisque ce secteur devient de plus en plus inassurable. On avait du mal à trouver de la capacité d'assurance. Pourtant, en France, on a beaucoup d'assureurs et le marché est très stable, on n'a jamais de faillite. Mais personne ne voulait plus assurer. Donc il faut qu'on travaille aussi sur la pédagogie de ce segment pour le rendre juste à l'équilibre. Je ne parle même pas de rentabilité pour les assureurs, mais à l'équilibre pour le rendre pérenne. Parce que sinon, ça va être très compliqué, surtout sur cette réforme. Merci pour cette annonce. Catherine, il nous reste 2 minutes. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs individuels qui envisagent d'aller vers cette réforme. Les mutuelles de la fonction publique étaient habituées à gérer des contrats facultatifs et individuels. Ils vont se retrouver avec des contrats collectifs à adhésion obligatoire. En 2 minutes, quels sont vos conseils pour réussir cette métamorphose ?
Alors, en 2 minutes, je vais du coup me concentrer plutôt sur la gestion. Au milieu, il y a bien sûr beaucoup d'actions à faire sur les offres et puis en amont sur les résultats, etc. Mais sur la partie gestion, il y a un vrai sujet qui est bien sûr le taux de vraie gestion qui va être acceptable au moment des appels d'offres, puisque aujourd'hui en individuel, les taux de frais de gestion sont bien plus élevés que sur le collectif. Il y aura des concurrents sur le collectif, aux mutuelles qui sont en place dans la fonction publique. Donc il y a un vrai enjeu de réduire le coût de gestion. Alors le coût de gestion pur, c'est-à-dire la gestion opérationnelle, eh bien, pour la réduire, il faut absolument mutualiser industrialiser plutôt les process. Alors un exemple, c'est avec la DSN, la fonction publique est soumise à la DSN et donc il faut absolument aller vers ça pour automatiser le plus possible la gestion des entrées-sorties de personnel, les déclarations de cotisation, le recouvrement. Deuxième aspect, il faut le plus possible faire appel au self-care, ce que j'évoquais tout à l'heure dans un autre cadre, mais que l'assuré lui-même fasse le plus de choses possible. Par exemple, le ministère ou en tout cas l'employeur déclare qui sont les assurés, les fonctionnaires en fait qui relèvent de son contrat collectif. Eh bien, toute la partie affiliation des ayants droit, il faut qu'elle soit en self-care, c'est-à-dire faite par le fonctionnaire sur un site, etc. Et puis tous les autres actes de gestion postérieurs. Et puis troisième aspect, c'est que parfois il faut aller jusqu'à externaliser des process. Ça peut être la numérisation, ça peut être le tiers payant bien sûr, mais pour ça il faut l'anticiper, c'est-à-dire il ne faut pas surtout, ce que font parfois certains acteurs, faire le choix d'externaliser quelque chose, mais en gardant en interne les personnes qui le faisaient avant. Donc ça veut dire que pour pouvoir repositionner ces personnes, pour pouvoir ne pas remplacer des départs, il faut le prévoir dès maintenant, y compris pour des appels d'offres qui seront dans 2 ou 3 ans. Voilà les 3 éléments principaux auxquels je pense sur la gestion. On voit que cette réforme va donner beaucoup de travail au secteur. Donc voilà, merci à toutes les deux pour cette émission, Catherine Abivin et Liliane Spiridon. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt sur News Assurance Pro pour plus d'actualités.